Bonsoir à toutes et à tous et d'abord tous nos meilleurs vœux pour cette année 2020 Oval. Nous allons décortiquer comme tous les lundis l'actualité du rugby en Nouvelle-Aquitaine et ils sont en pleine forme, ils sont revenus avec plein de bonnes intentions ce soir sur ce plateau pour analyser tout ceci. Messieurs, Dorian Malvezin, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. J'ai journaliste à Bordeaux pour plusieurs médias. À vos côtés, Nicolas Paolorsi. Cette année, il a mis un petit blazer par rapport à 2019. Oui, mais je suis comme certains joueurs journaliste RMC Sport. J'attaque la reprise un peu en surpoids. Tout s'est bien passé pendant les fêtes? Parfaitement. Alors, on va parler, bien sûr, ballon ovale pendant 20 minutes. Voici les 4 grands thèmes de ce petit pilier, le premier numéro de l'année. Bordeaux-Bègles en pole position du top 14. Bordeaux-Bègles, premier de la classe à mi-parcours. Nous parlerons aussi de La Rochelle à quitte ou double. Alors, à quitte, c'était bien ce week-end en championnat. On verra en Coupe d'Europe le week-end prochain. Ça sera face à Sale, match de la dernière chance pour les Rochelais. Il sera aussi question du top 14 encore et d'Agen avec cette question. Agen peut-il se sauver, Agen, sur un fil en championnat? Sans oublier, bien évidemment, le dernier thème de cette émission, décidément très riche, consacré à l'équipe de France avec mercredi, la première liste de Fabien Galtier. Dorian, Nicolas, l'UBB, championne d'automne, parce que c'est l'Union Bordeaux-Bègles, donc championne d'automne, à mi-parcours, à mi-championnat, ce n'était jamais arrivé. D'abord, le constat, il est parfait pour l'UBB. Oui, il est parfait pour l'UBB. On n'a jamais vu ça depuis la fusion entre Bègles et le Stade Bordelais. Voilà, il y a une nouvelle chose avec le nouveau staff. Ils amènent quelque chose. Il y a des joueurs qui évoluent. Il y a des surprises aussi. Donc ça fait plaisir de voir une équipe de l'UBB comme ça. 5e victoire consécutive contre Bayonne en championnat. Les fêtes parfaites pour l'UBB. Est-ce que ça va durer cette première place? Oui, moi je pense au niveau de la dynamique, ça fait un peu penser au Stade Rochelais d'il y a 2 ans quand ils avaient roulé sur tout le monde. Je pense surtout qu'on a vu quelque chose de fort, notamment samedi lors de la victoire contre Bayonne, c'est que désormais, même quand l'UBB est moyenne, voire un petit peu mauvaise, c'était le cas en deuxième mi-temps. C'était le cas en deuxième mi-temps. Eh bien, ils arrivent quand même à gagner, ils arrivent à prendre le bonus toujours offensif. leader. Je vous coupe un instant, Nicolas, on le voit sur les réseaux sociaux. Non, mais voilà, c'est parfait. Ils sont sortis de cette période des fêtes qui est toujours compliquée parce que vous vous entraînez 2 jours et demi dans la semaine et encore, c'est pas vraiment des entraînements. Il faut se réathlétiser. Voilà, ils font 3 sur 3 sur cette période super compliquée à gérer pour le staff. Ils ont toujours très peu de blessés. Franchement, moi, je les vois pas s'arrêter là. 47 points à mi-parcours. C'est un parcours assez exceptionnel quand même, non? Oui, assez exceptionnel. 2 défaites, il me semble. Oui, je crois que c'est 2 défaites simplement. Voilà, Lyon-Brive à l'extérieur, à domicile, c'est que des victoires. En challenge européen, il n'y a pas une défaite aussi, donc le bilan est presque parfait, quoi. Oui, il n'y a rien à dire. Alors attention, parce qu'il va y avoir ce problème de gérer aussi la Challenge Cup. Il y a un gros match. Furios, il en parle sur les réseaux. Il y a un gros match contre Édimbourg là, ce week-end. Si Bordeaux gagne, ils seront qualifiés. Et c'est vrai que jouer sur 2 tableaux, ça, l'UBB, pour l'instant, ne l'a pas fait depuis le début de saison. La priorité, c'était le top 14. Donc, il va falloir manager également les joueurs. Donc ça va être une nouvelle problématique. Mais franchement, avec 17 points d'avance sur le 7e, si Bordeaux-Bègles n'est pas en phase finale du top 14, ça va être très compliqué de s'en relever. Justement, est-ce que la pression ne sera pas trop forte? Parce que là, maintenant, ils ont peut-être une pression qu'ils ne connaissaient pas de l'échec. En tête, comme le disait Nicolas, avec 17 points d'avance sur le 7e. On voit, si jamais l'UBB, on ne leur souhaite pas évidemment, s'écroule, est-ce qu'il va falloir gérer cette pression négative qui va peser sur leurs épaules? Ou justement, Christophe Furios et tout le staff vont être là pour dédramatiser tout ça? Oui, parce que le staff de Christophe Furios connaît. Il y a certains joueurs comme Rémi Lamera connaît ce genre de situation. Après, c'est vrai que le bloc 4 qui arrive au top 14, il n'y a que des gros, dont Toulouse et Clermont à l'extérieur. Ça sera fin janvier. D'abord, fin janvier, il y aura la Coupe d'Europe avant. Jusqu'à Montpellier. Enfin voilà, il y a un bloc de matchs ici. Je pense que ça peut être le tournant de la saison. S'ils réussissent à gagner des points, je pense qu'ils vont aller directement en top 6. Quoi. Rémi Lamera, notre quart centre international du BB, disait week-end dernier, après la victoire contre Bayonne, qu'il attendait d'échanger les joueurs, ils attendaient d'échanger avec le staff pour peut-être fixer de nouveaux objectifs. Vous y croyez à ça ou vous le connaissez parfaitement? Christophe Furios l'a refroidi un petit peu derrière. Médiatiquement, il a refroidi. Après, est-ce qu'il a un discours en interne peut-être? Mais bien sûr que vous êtes obligé de réévaluer vos objectifs à la hausse quand vous avez marché sur tout le monde lors de la première partie de championnat. Clairement, je crois qu'ils ont 11 points d'avance sur le 3e, il me semble. Si vous n'êtes pas demi-finaliste avec 11 points d'avance à la mi-saison, c'est vrai que ça peut faire un peu grincer des dents. En tout cas, il y aura des regrets. Et avec des valeurs retrouvées, comme disait Pierre Connor, par rapport aux années précédentes, que le BB avait perdu. Puis la chance qu'ils ont, c'est que certains clubs, comme le Stade Toulousain, les 2 matchs nuls contre Toulon, ils ont perdu contre le Stade Français. Voilà, il y a certains clubs qui font des faux pas, donc ils en profitent aussi pour engranger des points, l'UBB. Tout à l'heure, vous parliez de UBB et d'Hambourg, qui ce samedi, quand même, parce que ça va vite en rugby aussi, même si le championnat s'arrête pour 3 semaines. Il y a la Coupe d'Europe pour l'UBB, ce match capital
contre Édimbourg, victoire de l'UBB et l'UBB serait qualifié. Édimbourg deuxième de la poule, l'UBB premier. C'est un vrai objectif, cette Coupe d'Europe. Oui, ils l'ont dit depuis le début qu'ils veulent enfin la jouer à fond, cette compétition, parce qu'ils n'arrivaient jamais à passer les phases finales. Ils ont l'effectif pour, c'est ce qui leur manquait, le banc. On voit que là, entre guillemets, face à Bayonne, il y a eu 11 changements, mais les 11 changements, ils ont apporté quelque chose, notamment Romain Buros, on a vu que dès le premier quart d'heure, il a amené quelque chose. Donc ça va être intéressant de voir ce match contre Édimbourg, où là, par contre, il y aura presque tous les Écossais internationaux qui sont présents, quoi. l'UBB a envie de gagner ce challenge européen. Bien sûr, c'est une victoire. C'est un vrai objectif. C'est un objectif et c'est une victoire qui vous permet de recevoir un quart de finale à la maison. Et on sait que derrière, en Challenge Cup, ça va très vite. Vous recevez à la maison, vous passez, vous êtes en demi, tout peut se passer sur 2 matchs. Un magnifique parcours, je vous coupe un instant pour les supporters de l'UBB. Ils sont invaincus Ils sont dans cette poule. enthousiastes, ces supporters l'UBB. Championnat, Coupe d'Europe, tout va bien pour l'instant. Bien sûr, c'est un parcours incroyable. Et puis Dorian le disait, ils ont un effectif monstrueux, l'UBB cette saison. Il y a plus de 40 joueurs de très haut niveau. Épargnés par les blessures, encore, on y revient, mais c'est vrai que Christophe Furios le disait samedi dernier, après le match, il disait, je crois qu'en top 14, j'ai jamais vu ça, une équipe qui avait aussi peu de blessés à ce niveau-là de la saison. C'est vrai qu'on voit qu'il y a certains gros clubs qui ont c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail qui a été fait, la préparation a été très bien mais il y a aussi effectuée. un petit brin de réussite. Oui. En rugby, on sait qu'on peut prendre un coup, et ça, c'est pas dû à la préparation physique. C'est vrai qu'ils sont épargnés par ça. Donc on sent vraiment qu'ils ont tous les petits détails qui sont dans leur sens, la petite réussite qui va bien pendant les matchs, tout ce qui se passe en dehors du terrain, la dynamique qu'ils prend. Franchement, pour l'instant, c'est parfait. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. UBB en tête du top 14 et qui jouera une grande partie de son avenir européen ce samedi face à Édimbourg en challenge européen. On reste dans l'Europe et pour parler cette fois-ci, deuxième thème de cette émission, de La Rochelle. La Rochelle qui joue sa saison européenne à qui tout double ce week-end. Ça sera vendredi soir face à Sale, le match de la dernière chance. Alors, j'ai regardé quand même le tableau et en préparant cette émission, il faudrait un incroyable concours des circonstances pour que La Rochelle se qualifie pour les quarts de finale. Il faut déjà battre Sale et essayer de rejoindre, que Glasgow d'ailleurs s'incline contre Exeter à domicile. C'est compliqué quand même, non ? Ouais, c'est impossible. Non, mais il faut le dire, c'est impossible. Il y a beaucoup de si. Ouais, c'est impossible. Après, il y a une hypothétique place de meilleur deuxième, il me semble. Mais bon, même, il y a des poules où les deuxièmes sont plus avancés que vous. Non, mais je pense juste qu'ils doivent gagner à la maison, à De Flandre. Ils sont sur une super dynamique. Ils viennent d'en mettre 44 sur le terrain de Pau. Il y a un Jules Plisson qui est en train de retrouver un niveau incroyable, qui a un impact énorme, et je pense qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là, même au niveau du staff technique de La Rochelle. Donc voilà, ces 2 rencontres de Coupe d'Europe, ça va être bien terminé à la maison. À mon avis, faire tourner l'effectif sur le deuxième match, on se repose derrière, et puis on attaque le prochain bloc de top 14 à fond, parce qu'il y a une 3e place à aller chercher, voire peut-être plus s'ils sont en pleine bourre. Mais franchement, je ne pense pas que la qualif soit dans les têtes. C'est la première victoire à l'extérieur sur les réseaux sociaux. Les fans de La Rochelle ont souligné, en plus des joueurs et de l'entraîneur ce week-end à Pau. La Rochelle elle revient au bon moment, on le voit comme la plupart des gros, même si Toulouse a un peu ramassé au Stade Français. Mais le Racing, Toulon, ils se replacent tous petit à petit. La Rochelle en fait partie. Oui, j'espère qu'avec le tour à destination, ça ne va pas les ralentir dans leur lancée à La Rochelle. C'est vrai que ce bloc 3 pendant le Boxing Day leur a fait du bien au Stade Rochelais. Ils reviennent bien, moi, je suis complètement d'accord avec Nicolas. Ils devraient finir en beauté cette Champions Cup à domicile pour leur public. Et après, vraiment se concentrer sur le championnat parce que eux aussi, leur calendrier de bloc 3 et bloc 4 va être très compliqué. Là aussi, il y a eu un changement d'entraîneur l'été dernier, avec l'arrivée d'Ogara, seul l'Irlandais aux commandes. Ça commence vraiment à prendre réellement, on le voit. Il y a des joueurs qui sont de retour. La méthode Ogara, on la voit, beaucoup de sérieux, beaucoup de discipline, beaucoup de jeux aussi. Beaucoup de jeux, exactement. Comme on l'a vu à Pau le week-end dernier. Ça commence à prendre, la méthode Ogara. Bien sûr. Et puis, c'est aussi une équipe très jeune, on le disait. Ils ont eu pas mal de blessures. Eux, pour le coup, là, on voit ce week-end qu'il y a des joueurs comme Arthur Retière qui reviennent, Geoffrey Doumerou, il y a encore Grégory Aldrit qui est souffrant. Ça, c'est des potentiels internationaux français. Ils peuvent tomber dans la liste des 42. Vous avez un joueur comme Kevin Gourdon qui est en train de retrouver justement son niveau international. Donc voilà, on sent que là aussi, ça commence à monter en puissance. Et puis beaucoup de clubs de top 14 travaillent pour justement monter en puissance à ce moment-là, au mois de mars, un petit peu, quand tout va jouer. Donc je les vois bien terminer les Rochelais. En plus, ils ont un calendrier assez favorable. Et avec des valeurs mentales qu'on vient de voir sur les réseaux sociaux pour les supporters, certaines un peu plus basses que d'autres, certaines valeurs mentales qui manquaient peut-être à La Rochelle. La Rochelle, dans le top 6, vous y croyez aussi, Dorian ? Oui, j'y crois parce qu'il y a certains clubs qui ont des difficultés. On voit quand même Montpellier a du mal. Ils ont certes gagné contre Brive, mais en fin de match, ils auraient pu perdre ce match. En première période, ils ont certes dominé, mais Brive a été devant à la mi-temps. Donc ils ont leur place, La Rochelle, surtout vu les derniers résultats. Et avec Jules Plisson, voilà. Est-ce que c'est le joueur qui va tout changer pour La Rochelle ? Je pense pas, mais par contre, je pense qu'avoir 2 numéros 10 de très haut niveau, Jules Plisson et Yaya West, qui étaient complètement carbonisés parce qu'il avait enchaîné un nombre de matchs incalculable la saison dernière et sur ce début de saison, je pense que ça peut les amener loin. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas
d'autres alternatives au poste de 10 à part West. Là maintenant, ils ont un Plisson qui lui en plus se régale, retrouve du temps de jeu. On rappelle, avant de signer à La Rochelle, il avait joué une 40aine de minutes seulement avec le Stade français. Il était tricard. Donc voilà, oui, ça va changer beaucoup de choses. C'est un demi d'ouverture français, il est international, c'est un super buteur. Donc il amène quelque chose et puis il amène un petit peu d'énergie, d'insouciance, voilà cette envie de jouer qu'il n'y avait pas avant. Alors tout va bien à l'UBB, tout va bien pour La Rochelle. En revanche pour Agen, ça se complique sérieusement en top 14. Agen battu à domicile contre Lyon le week-end dernier. Agen a mené 12-0, a perdu 13-12. Décidément, tout est contre les Agenais en ce moment. Agen sur le fil. Est-ce que les Lot-et-Garonnais peuvent s'en sortir, messieurs, oui ou non? Oui. Donc moi, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Je pense que ça va être très compliqué. Mais je pense vraiment que Agen peut le faire parce que c'est une équipe... Agen dernier avec 18 points, oui, exactement. Je crois qu'il y a 5 points de retard sur le barragiste. Ou sur le barragiste, oui. Mais je crois que c'est une équipe qui est construite pour jouer le maintien. Voilà, donc là, les joueurs ne lâcheront pas, ça c'est sûr. Après, on parlait de cette fameuse réussite pour les équipes qui gagnent. Et bien là, eux, justement, ils n'ont rien pour eux. Ils perdent de 5 points à la maison contre Toulouse. Là encore, ils perdent d'1 point alors qu'ils mènent 12-0 à la mi-temps. Il y a des tas de petites choses qui font penser que bon, ça s'enclenche mal. Rien n'est avec eux. Et puis ils sont sur 10 défaites consécutives. Donc là, il faut vraiment gagner pour dans la tête basculer sur quelque chose de positif. Vous êtes inquiet aussi pour... Un peu moins inquiet parce que Nicolas dit qu'ils vont s'en sortir. Mais oui, je dis qu'ils peuvent le faire. Ah, pardonnez-moi, qu'ils peuvent le faire. On rectifie. Inquiet, oui, mais moins inquiet par rapport à Bayonne. Bayonne, ils sont quand même sur 6 matchs, 9 défaites de suite. Et sur 6 matchs, ils n'ont marqué qu'un seul essai. Donc c'est un peu plus dramatique du côté des Basques que des côtés de Lot-et-Garonnais. Mais ils peuvent le faire à Agen, même si on a compris qu'ils ont laissé complètement de côté la challenge européen. On l'a vu face à l'UBB. Ils ont pris des fessées, c'est normal. Il faut qu'ils se concentrent. Ils ont l'effectif pour se maintenir en top 14, mais ça va être très compliqué. Ils joueront très très gros lors du prochain match à Bayonne, dans 3 semaines, je crois. Le dimanche 26 janvier. Pas longtemps après. Ils jouent à Bayonne, ils reçoent Castres, ils iront à Brive. Le match à Bayonne, vous en parliez, Dorian, va être pas décisif, parce qu'il y aura encore des journées derrière, mais très très important. Surtout que Bayonne s'est imposé à Agen. S'ils prennent une casquette, les Agenais à Bayonne, ça sera compliqué. Déjà sur le point d'avérage particulier, là, vous êtes en échec si vous terminez égalité avec les Bayonnais. Moi, on parlait de l'effectif. Je pense que justement, c'est ce qui pêche un peu du côté d'Agen. Ces 2 dernières saisons, il y avait quand même des joueurs qui étaient au-dessus du niveau justement du SUA, qui ont signé dans des gros clubs. On pensait à Erito, à Pierre Fouissac, à Antoine Miquel, qui ont signé à Toulon, Toulouse. Et il y en a d'autres, Facundo Bosch, qui est maintenant à La Rochelle. Là, c'est beaucoup de jeunes cette année. Et il manque un petit peu de banc de touche. Et je pense que sur la longueur de la saison, ça va se ressentir. Est-ce qu'ils ne sont pas rattrapés par la logique financière quelque part? Bien sûr, le plus petit budget top 14, ils ne peuvent pas lutter au bout d'un moment, si? Bon, on peut y arriver, c'est comme dans tout sport. Si on n'a pas les finances derrière qui suivent, c'est clair qu'on ne peut pas faire une recette miracle, même si Christophe Lossuc est un bon manager, je trouve, moi. Non mais imaginez, vous avez la plus faible masse salariale du top 14. Vous sortez des joueurs de votre centre de formation, mais chaque année, c'est une dizaine de départs. Ouais, vous êtes pillé chaque année. En 2 saisons et demie, je crois qu'ils ont perdu une 40aine de joueurs. Et alors qu'Agen a le meilleur centre de formation bien sûr, de France. Et comment vous pouvez effectuer un travail remarquable. Il y a encore des super joueurs, des super jeunes qui montent. Gauthier Marava, qui a un champion du monde moins de 20, qui a 18 ans, mais c'est encore frêle sur toute une saison pour rivaliser. Est-ce que la grande difficulté de Christophe Lossuc, ce ne sera pas peut-être de son staff mentalement? Alors là, il dit qu'il nous a manqué beaucoup de choses en même temps lors de ce match contre Lyon. Lyon qui est quand même 2e du championnat. Est-ce que ce ne sera pas mentalement que ce sera le plus dur dans les semaines qui restent pour regonfler cette équipe, regonfler ce bloc qui enchaîne les défaites? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ils avaient beaucoup ciblé ce match contre Lyon. Moi, je les avais commentés. Qui n'a pas été très bon, Lyon, non, en plus. Je les avais commentés après la défaite à La Rochelle, où pour le coup, ils en avaient pris une sévère à Agen. Et on sentait que mentalement, même chez Christophe Lossuc, qui est plutôt un manager combatif, offensif, ça commençait à peser et qu'il ne trouvait pas les solutions. Voilà. Donc c'est vrai que si lui non plus commence à s'exprimer devant les journalistes en nous disant est-ce que vous avez des solutions parce que moi je ne les vois pas trop, pour son groupe ça va commencer à être compliqué. Ouais. Dorian aussi, partage l'analyse Nicolas. Oui, Agen, bon, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va vraiment faire tourner son effectif pour le challenge européen pour pas encore flinguer les joueurs mentalement encore plus parce que je pense qu'il y a 2 matchs, c'est Wapps et Édimbourg en plus. Deux qui s'enchaînent avant leur top 14. Donc ça va être compliqué pour cette période. Mais bon, voilà. on va voir. Agen dernier du top 14, rendez-vous donc fin janvier avec ce déplacement à Bayonne pour le SUA le dimanche 26 janvier pour voir si les Agenais pourront peut-être commencer à redresser la tête. Le dernier thème de ce soir consacré à l'équipe de France. Enfin, vous allez me dire, mercredi, première liste, 8 janvier, annoncée par Fabien Galtier. Il a enfin eu ses 42 joueurs, en tout cas pour préparer le début de la préparation. C'est pas très joli, mais c'est ça, du premier match contre l'Angleterre. Messieurs, qu'est-ce que vous attendez d'abord de cette liste? Des nouveautés.
des nouveautés, des Prime surprises. à la jeunesse. Oui, qu'on teste des jeunes joueurs qui ont éclos depuis le début de la saison, qu'on teste aussi ces jeunes, quand même, les moins de 20 ans sont 2 fois champions du monde, et on en a pris quelques-uns pour la Coupe du Monde 2019, voilà, qu'on teste tout ça, et je pense qu'il va trouver la solution, Fabien Galtier. Alors moi, j'attends de la jeunesse, oui. Mais pas que. Mais j'attends surtout de voir un certain profil de joueurs sélectionnés. Parce que Fabien Galtier a beaucoup parlé, et notamment quand il était consultant aussi, des standards du jeu au niveau international. Voilà, que ça jouait beaucoup plus, qu'il y avait moins de temps mort, le temps de jeu effectif était beaucoup plus important. Donc moi, j'attends de voir si dans cette liste, justement, il va choisir des joueurs qui courent beaucoup. On a aperçu un peu quand même à la Coupe du Monde, même s'il était Ouais, pas aux manettes. oui, on a vu l'équipe de France qui et on courait a vu beaucoup que ça plus, avait changé. avec une grosse prépa physique, ils ont souffert pendant l'été. Et ben moi, j'attends de voir ça avec des vrais joueurs de ballon. Voilà. Qu'on retrouve l'équipe de France, pas un petit peu flair parce que le rugby a évolué bien sûr, mais qu'on retrouve un petit peu cette spontanéité dans le jeu et une équipe de France qui est capable de rivaliser. Alors contre les Anglais, ça va être très compliqué. Hein. Ouais, premier match pour commencer, pas- là, le 2 février, je crois d'ailleurs, le dimanche, il me semble. Ouais. France-Angleterre, ça sera compliqué. Charles Olivon, grand favori aujourd'hui, restons prudents, pour être capitaine de cette équipe de France. Charles Olivon, qui est originaire de Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque, qui a commencé à jouer à l'Aviron Bayonnais, qui était quasiment perdu pour le rugby de haut niveau après 2 fractures à l'omoplate, et qui est fortement pressenti pour être le capitaine devant le Bordelais, Béglé, Jefferson Poirot. Qu'est-ce que vous en pensez de ce choix, voilà, de cette grosse tendance? Voilà, on va rester prudent. Non, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est vrai que c'est une déception si ce n'est pas Jefferson Poirot, vu qu'il était vice-capitaine, capitaine pendant la Coupe du Monde 2019. C'est un vrai leader, hein, Jefferson Poirot. Charles Olivon, je ne sais pas voilà, s'il a un leader dans l'âme. Je n'ai pas beaucoup vu de ses matchs, mais ça serait une déception de mon côté si ce n'est pas Jefferson Poirot qui connaît bien certains des joueurs, quoi. Charles Olivon, il a l'étoffe? Ouais, Nicolas Olivon, c'est un super joueur, c'est un leader. Dès qu'il est arrivé à Toulon, il a pris le statut de leader sur ses épaules. Mais bon, je vais vous poser la question, Nicolas. Est-ce que le statut de On capitaine, ne peut pas changer de place. non, mais est-ce que c'est si important de ça, le statut, que ça? Oui, parce qu'il incarne des valeurs, une image. Regardez ces fameux C'est entretiens conduits par Fabien Galtier et son staff. On a beaucoup parlé de l'échange avec Wenceslas Lauré, qui a fait beaucoup parler sur le comportement, l'attitude, etc. Est-ce qu'il n'a pas retrouvé justement en Charles Olivon ces valeurs qu'il veut là, avec quelqu'un qui a failli arrêter, qui a un mental sûr. énorme pour être revenu? Est-ce que c'est pas ça qu'il veut en plus du jeu? Si, Est-ce mais que je ce capitaine-là, pense que il de peut toute pas incarner manière, ça? une sélection nationale, qui plus est quand on est un groupe de 42 joueurs, voilà, vous avez 7 leaders qui émergent. Alors après, le statut de capitaine, oui, c'est celui qui va parler à la presse, c'est celui qui va être voilà, le représentant symbolique. Moins important qu'au foot peut-être, le capitaine, au rugby? Enfin, moins important. Il est moins tout seul qu'au foot? Ouais, en fait, je pense que dans une équipe de rugby, il y a peut-être plus de leaders charismatiques qui vont émerger. Et je pense que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de jeunes joueurs ou de joueurs qui arrivent à maturité, autour des 25-28 ans, comme Poirot, comme Olivon, comme peut-être Wenceslas Lauré. Voilà. Mais même, il y aura des leaders techniques. On peut penser à Mathieu Jalibert, hein, qui va tout de suite poser sa patte aussi sur le jeu. Romain Ntama, qui commence à être un leader. Je pense qu'il y a beaucoup de leaders et que ce statut de capitaine, au final, bon, c'est pas si important que ça. Qui sera à l'ouverture d'ailleurs? Tiens, pour France-Angleterre, est-ce qu'il y a plusieurs choix au poste numéro 10? On les voit, hein, avec notamment Camille Lopez, Mathieu Jalibert et Vous voulez mon équipe? Romain Ntamack. Est-ce que Mathieu Jalibert, d'abord, sera dans le groupe? A priori, oui, vu son début de saison assez impressionnant. Est-ce qu'il sera titulaire contre l'Angleterre? Est-ce qu'il a l'étoffe déjà pour être titulaire contre l'Angleterre, d'après vous? Je mettrais Romain Ntamack, mais je pense que pour Galtier, Ntamack, ils sont titulaires, mais on ne sait jamais, on va voir. Mais Jalibert, oui, il a l'étoffe d'être titulaire face à l'Angleterre ou n'importe quelle équipe, hein. Alors moi, sur la dynamique du début de championnat, je mettrais, je ne suis pas entraîneur, hein, mais je mettrais Un Jalibert. peu quand même. Oui, c'est vrai, j'ai un peu l'étoffe, vous avez raison. Je vais peut-être me reconvertir d'ailleurs. Je mettrais Jalibert en 10 et Ntamack au centre. Parce que Ntamack joue centre à Toulouse. Alors il a fait une super Coupe du Monde, hein, c'est pas ça. Mais je pense que maintenant c'est tellement important d'avoir un 12 aussi capable de jouer ouvreur. Les Anglais le font, hein, avec Farrell et Ford. Donc voilà, c'est tellement important. Je vois bien Jalibert en 10. Capable d'amener de la créativité. Ou à l'arrière peut-être aussi, hein. C'est une des intentions de Fabien Galtier de le tester, paraît-il, si j'en crois les indiscrétions, de le tester un peu à l'arrière, par son profil de joueur, par son coup d'œil, par son jeu au pied, par tout ça. Ouais, mais je pense Vous y croyez pas? qu'il manque un peu de densité physique dans les airs, sur les duels aériens pour être arrière, clairement. Je pense qu'il faut un joueur un peu plus solide et plus rodé à jouer des duels aériens. Jalibert, c'est quelqu'un qui doit être un peu protégé par ses avants, qui doit être vraiment le dépositaire du jeu. Et si vous mettez Jalibert et Ntamack juste derrière, je pense que là, on peut mettre le feu à pas mal d'équipes. Puis même lui, Mathieu Jalibert ne veut pas être en 15. Hein. Il a fait comprendre que s'il pouvait rester 10, il reste 10. Hein. Mais oui, on va voir ce que ça va donner cette équipe. Mais face à l'Angleterre, certes, bon, s'ils perdent face à l'Angleterre, c'est pas trop grave. On va les pardonner, on va dire. Oui, puis il y aura d'autres matchs ensuite dans Il y ce aura d'autres tournoi à matchs, hein. destination. Mais moi, Et j'y puis, crois, hein. la Coupe du Monde. Bon, on aura l'occasion d'en reparler de ce France-Angleterre. Puis la Coupe du Monde, bien sûr, en 2023, qui commence déjà avec l'annonce de cette liste de Fabien Galtier le mercredi 8 janvier, après-demain. La première liste donc du nouveau
sélectionneur du 15 de France. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus participer Merci. à cette première du Petit Pilier ce soir qui tire le rideau, qui ferme ses portes jusqu'à lundi prochain. Même endroit, même heure pour un nouveau rendez-vous avec toute l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine. Merci de nous avoir suivis. À lundi prochain, même endroit, même heure. Ciao.